Merci, M. le Président. Monsieur le grand chef, M. Dan, très heureux de vous accueillir ici. Je vais vous poser une question assez précise. Là, vous dites dans votre mémoire que vous demandez que les familles d'accueil qui hébergent les enfants autochtones soient rétribuées selon le même taux que les autres familles d'accueil et qu'elles aient droit aux mêmes bénéfices. Ça me semble l'évidence même, mais puisque vous le proposez, c'est que vous constatez que ce n'est pas le cas. Alors, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe? Considérant que les familles d'accueil, la notion d'adhésion à une unité syndicale reconnue ne fait pas partie des coutumes et des valeurs des Premières Nations, les communautés ont mentionné qu'elles n'avaient pas d'intérêt pour la loi sur la représentation des ressources, même si elle s'applique à nous. Il a donc été décidé qu'il y aurait un comité tripartite composé de ministère de Santé et Services sociaux, Affaires indiennes et développement du Nord-Canada et de la Commission de la Santé et Services sociaux des Premières Nations du Québec, visant à établir ce qu'on appelle un taux comparable. C'est un taux qui est différent des taux qui sont actuellement inclus dans les conventions collectives et par lesquelles les familles d'accueil non autochtones sont rétribuées. Donc, notre taux à nous, ce qui a été convenu, c'est que c'est un taux qui est unifié. Donc, peu importe si l'enfant qui est hébergé a plusieurs problématiques ou peu de problématiques, les familles d'accueil reçoivent exactement le même taux. Donc, il n'y a pas de... C'est que il y a un instrument de classification des services. On regarde quels services devront être accordés par la famille d'accueil. Par contre, ça ne change strictement rien au taux comparativement aux familles non autochtones qui se retrouvent avec un taux qui est complètement différent. Donc, ce qu'on voit actuellement, c'est que ça entraîne des iniquités. Parce que là, de plus en plus de familles d'accueil du réseau autochtone, constatant qu'ils ont le même taux que leurs voisins, refusent d'accueillir les enfants qui ont plus de problématiques. Donc, on se retrouve à ne plus savoir où placer ces enfants-là qui ont besoin de soins particuliers, que ce soit en matière de santé mentale ou de problématiques physiques particulières ou des enfants qui sont plus turbulents. On n'arrive plus à trouver de famille d'accueil pour les accueillir, considérant que les gens se comparent. Et donc, on ne sait pas non plus, on a de la difficulté à avoir toutes les informations, à savoir quand ils ont établi la formule actuarielle, quelles sont les composantes qui ont été retenues. Mais ce qu'on est parvenu à savoir, c'est qu'entre autres, il y a une prime pour les placements sans préavis qui est de 250 $ par mois, que les familles d'accueil n'ont pas. Et on a posé des questions là-dessus, puis on s'est fait dire, vous avez un taux comparable, vous ne pouvez pas tout avoir. Donc, ça, c'est la réponse qu'on a reçue. Il y a aussi une allocation de formation continue qui est de 650 $ par année pour les familles autochtones, pour les familles du réseau québécois. Et les familles du réseau autochtone n'ont pas cette allocation de formation continue. Par contre, elles ont les mêmes obligations de formation continue. Alors, on se questionne à savoir qui viendra assumer les coûts pour la formation continue des familles d'accueil qui acceptent de prendre les enfants autochtones. Bien, écoutez, vous faites une excellente plaidoirie. Vous pouvez compter sur moi pour essayer de convaincre la ministre et son administration d'aller dans ce sens-là. Mais je dois vous dire que, donc, si je comprends bien, cette revendication-là, elle a été présentée. La réponse qu'on vous a donnée, c'est vous avez déjà le taux comparable, vous ne pouvez pas tout avoir. Qui vous a donné cette réponse-là? C'est venu lors de la table ronde régionale qui inclut tous les directeurs services sociaux et les ministères qui sont venus nous présenter, et la Commission de la santé et services sociaux, où on était réunis et où on nous a présenté ces taux-là. Quand? En décembre 2015. En décembre dernier, d'accord. Bon, ben, très bien. Et est-ce que vous voulez que cet élément-là, ce principe-là, soit inscrit dans la loi ou dans la réglementation, ou à quel endroit? L'important, c'est que ça marche. C'est ça? L'important, c'est que ça marche. C'est d'avoir l'équité, puis surtout toutes les informations nécessaires pour être en mesure de prendre une décision qui est libre et éclairée et qui respecte les droits de nos familles d'accueil. Écoutez, ça me surprend beaucoup parce que, bon, ça, c'est l'ensemble du dossier des ressources intermédiaires familiales.
dans lequel il y a des associations syndicales, et je respecte tout à fait votre droit de ne pas vouloir être accrédité syndicalement, mais il y en a qui ne sont pas syndiqués et qui quand même sont soumis à la grille d'évaluation. Et puis, en un sens, je comprends que vous la vouliez parce que la grille d'évaluation permet de distinguer les cas à multiproblèmes des cas plus légers, et donc on paie davantage les cas multiproblèmes. Mais je tiens à vous aviser que c'est une arme à double tranchant parce qu'il y a des intervenants qui viennent et qui disent, bon, ben finalement, on trouve que les cas sont beaucoup moins lourds qu'on pensait et on réduit votre financement alors que les diagnostics n'ont pas changé, ou lorsque la grille est bien appliquée, donc pas pour des raisons d'austérité, lorsqu'elle est bien appliquée, si vous avez un cas à multiproblèmes et grâce aux bons soins de la ressource et de la famille, il devient plus, disons, il fait des progrès notables, bien là, vous êtes coupé, parce que vous avez fait des progrès. Alors, heureusement, les gens qui sont dans ces situations-là veulent le bien des enfants, donc ils ne s'arrêtent pas pour avoir plus d'argent, mais c'est un outil qui est vicié à la base, et moi, je demande à ce qu'on revoie l'outil en entier. Mais en tout cas, je pense que l'équité est indispensable là-dessus. Ce sera donc une des discussions que nous pourrons avoir dans les discussions article par article. Moi, je tiens simplement, parce que le temps file, à vous dire que si dans ce projet de loi, nous pouvons rétablir le fil du temps et de la culture qui a été cassé de façon terrible, détestable, condamnable dans le passé, dans les relations avec les Autochtones, et de faire en sorte que, effectivement, on crée une continuité entre l'enfant autochtone qui est placé et l'organisation ou la famille qui l'accueille pour lui permettre de maintenir son lien avec sa culture, ce sera... Moi, je serais fier de faire ça. Je serais content de faire ça. Et je suis sûr que la ministre est d'accord et que tous mes collègues sont d'accord. C'est un cas concret là, où on passe du principe à l'application, et je suis très heureux que nous puissions avoir cette discussion et retisser ce lien et permettre à des enfants autochtones qui sont en difficulté, qui sont placés, de ne pas être séparés de leur culture d'origine, d'être en proximité et de pouvoir ainsi nourrir leur identité. Je vous remercie beaucoup.